Bonjour et bienvenue dans La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. À l'heure où les contraintes budgétaires obligent tous les acteurs publics à réduire leurs coûts, les collectivités ont parfaitement conscience qu'un des leviers à leur disposition est la maîtrise de leur masse salariale. C'est ce que montre le dernier baromètre RH réalisé par le pôle public de Randstad portant sur les collectivités locales. Baromètre que nous allons analyser avec vous en détail. Patrick Monbras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle public de Randstad. Alors peut-être en quelques mots d'abord une présentation de votre groupe. Très rapidement, Randstad France est la filiale du deuxième groupe mondial de ressources humaines. Nous sommes installés en France au travers de 600 agences environ et nous avons une palette d'activités qui vont de la mise à disposition de personnel à titre temporaire jusqu'au recrutement de personnel cadre en passant par la VAE, la GPEC, la prévention des risques psychosociaux. En fait, nous couvrons vraiment un large spectre en termes RH. Concernant la partie publique proprement dite, nous avons en 2009 créé un pôle public qui a pour vocation de monter des partenariats, de créer des partenariats avec la sphère publique, plus particulièrement avec la fonction publique, avec un tropisme sur la fonction publique territoriale. Voilà, alors c'est le 5e baromètre que vous publiez. Un mot peut-être de la méthodologie employée qui diffère, en tout cas le panel diffère un peu. Tout à fait. Alors nous avons continué à procéder par le biais d'interviews via le web. Nous avons sélectionné des personnalités ou des interlocuteurs qui est un rapport avec les ressources humaines et nous avons sélectionné des élus, des DGS, des DGA, des directeurs de ressources humaines. Nous avons travaillé sur plus de 400 réponses et nous avons cherché à avoir un bon panel au niveau des collectivités et de leur représentativité. Alors, si on regarde en détail cette étude, un des premiers enseignements, c'est que les collectivités sont conscientes que la baisse de leurs moyens va avoir un impact forcément sur la gestion de leurs ressources humaines. Oui, alors ça c'est incontestable. On se rend compte que 86% des collectivités, toutes collectivités confondues, sont lucides sur le fait qu'il y aura effectivement cet impact. Cet impact, il est d'autant plus fort quand on va vers les communes de plus de 50 000 habitants, où on arrive à 96% des collectivités qui nous répondent qu'il y aura un impact fort. Et du coup, la maîtrise de leur masse salariale est devenue leur priorité numéro 1, surtout pour les communes, en fait. Tout à fait. Alors, la maîtrise de la masse salariale est vraisemblablement la priorité de ce nouveau mandat. C'est une priorité, comme vous le dites, au niveau des communes. Pourquoi au niveau des communes? Parce que tout simplement, cette masse salariale représente 50 à 60% du budget de fonctionnement des communes. On retrouve ces chiffres d'ailleurs, puisque 66%, pour 66% des collectivités, toutes collectivités confondues, c'est une priorité. Dans les grandes communes, dans les moyennes communes, pardon, on arrive à 71%, et dans les grandes communes, on arrive à 83%. Donc on sent vraiment qu'elles sont conscientes de ça, de cette problématique. On sent effectivement déjà qu'il va y avoir une segmentation qui se fait naturellement et que les moyennes et grandes communes ont une problématique particulière. Alors justement, vous avez en fait pu dessiner une sorte de carte des collectivités grâce à cette étude. Expliquez-nous un petit peu comment elle se dessine, cette carte. Tout à fait. Alors, elle se dessine en quatre parties. D'un côté, les moyennes, justement, et les grandes communes qui ont pris conscience d'un effet ciseau et qui, d'ores et déjà, entrent dans une dynamique de rigueur. On a à côté les petites communes qui ont également conscience de cet effet ciseau, mais qui, de par la faible taille de leur commune, le peu d'agents dont elles disposent, n'ont pas de levier. On a ensuite les communautés de communes, communautés d'agglomération qui sont dans une autre démarche, puisque eux sont beaucoup plus dans une démarche d'amélioration des services, entrevoient déjà les mutualisations, entrevoient déjà les possibilités de transfert, et elles ne sont absolument pas dans cette démarche de réduction.
Au contraire, et c'est également vrai au niveau des dépenses, il n'y a pas de réduction envisagée des dépenses. Alors, à cela s'ajoute évidemment l'incertitude qui est liée à la future réforme territoriale, celle qui est en cours. Comment les collectivités vivent ces nouvelles contraintes? Alors, en fait, c'est surtout au niveau des conseils généraux et conseils régionaux qu'on retrouve cela. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a pas mal d'incertitudes les concernant. Donc, ce que l'on a constaté, c'est que 77% des départements envisageaient des baisses. En tout état de cause, l'acte 3 de la décentralisation aura, à leur avis, un impact négatif sur les effectifs. Concernant les conseils régionaux, on est descendu à 43%. Alors 43% négatif pour les régions, mais il y a quand même un impact positif selon votre étude. C'est une petite surprise, ça. Alors c'est une petite surprise, oui et non. En fait, effectivement, l'impact est positif à hauteur de 28%, mais si on regarde... Ça, c'est pour les régions. Hein. C'est pour les régions, tout à fait. Si on regarde maintenant le panorama plus complet de l'étude, en intégrant la totalité des collectivités, on se rend compte que 24% des collectivités, quand même, continuent à penser augmenter leurs effectifs contre 21% qui vont le baisser. Donc un écart de seulement 3 points. Donc on n'est pas encore dans cette démarche vraiment de réduction des effectifs. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience de la nécessité de bien cadrer la masse salariale, de bien encadrer la masse salariale, que pour autant, ça ne se traduit pas nécessairement en termes de réduction des effectifs. Alors justement, on a interviewé Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et nous lui avons posé la question de savoir si la maîtrise de la masse salariale était pour lui une priorité. Écoutez. Oui, naturellement, mais cette maîtrise, nous l'exerçons déjà depuis de nombreuses années. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a augmentation, il n'y a pas maîtrise. Il y a une augmentation maîtrisée. Parce que les services ont augmenté, le niveau de service a augmenté, parce que la population aussi a pu augmenter dans un certain nombre de communes, et parce que également la qualification des agents a augmenté, et donc un peu leur rémunération. Alors, vous parliez d'augmentation maîtrisée. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce paradoxe entre cette maîtrise de la masse salariale, qui est une obligation, une volonté exprimée par les élus, et le fait qu'elle continue globalement à augmenter? Je dirais que la masse salariale, c'est une composante entre des effectifs multipliés par un coût moyen. Or, ce coût moyen augmente en permanence, non pas du fait des collectivités territoriales, mais du fait de l'État qui impose un certain nombre de contraintes. Il y a la revalorisation des agents de catégorie C, peut-être c'est d'ailleurs justifié, mais il y a surtout les cotisations à la caisse de retraite qui augmentent chaque année de manière régulière parce que la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales est soumise à surcompensation pour financer d'autres régimes de retraite qui n'ont rien à voir. Ceci représente une masse très importante, c'est presque un tiers de l'augmentation de la masse salariale. Et puis également, les agents, notamment les agents municipaux, sont des agents qui travaillent auprès de la population. Et donc, quand la population augmente, et la population de la France augmente, eh bien, il y a naturellement, mécaniquement, une augmentation du nombre d'agents. La GPEEC peut-elle permettre de mieux optimiser la gestion de vos effectifs? Est-ce que vous travaillez dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un élément de maîtrise, mais je veux insister sur le fait que dans les collectivités territoriales, il y a beaucoup d'agents d'exécution. Des gens qui n'ont pas reçu, mais il y a des années, une formation parfois suffisante. Des gens qui arrivent vers les 50-55 ans en situation de souffrance au travail, parce que ce sont des travaux physiques, hein, que ce soit dans les crèches, dans l'animation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus physique que ce qu'on pense. Et là, il y a un vrai travail de reclassement. Et ce n'est pas facile à faire parce que ces agents n'ont pas eu accès à la formation suffisamment tôt. Donc le vrai sujet, c'est pour l'avenir d'avoir une formation tout au long de la vie, de la mettre en place, de la suivre, de sorte que des agents puissent éventuellement d'ailleurs changer de métier en cours de carrière. Alors, un chiffre vient en appui justement de cette difficulté à maîtriser cette masse salariale. Seuls 45% des collectivités ont mis en place ou vont mettre en place un indicateur de gestion RH. Oui, c'est relativement très faible encore.
bien que l'on trouve, encore une fois, des explications en fonction des différentes collectivités. C'est faible et cela induit de fait la difficulté qu'ont rencontré les collectivités à mettre en place la GPEC, puisque aujourd'hui, seuls 19% des collectivités ont mis en place la GPEC. Pour être même un petit peu plus précis, 8% l'ont mis en place depuis 2 ans ou plus, et 11% sont en train de la mettre en place maintenant. A contrario, 50% des collectivités n'ont absolument pas avancé sur ce sujet. Or, on est sur un sujet majeur. J'ajouterais qu'il y a relativement peu actuellement d'outils d'objectivation pour évaluer directement les agents et donc pour, à l'arrivée, les primer de manière individuelle, ce qui est la tendance actuelle. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Un mot de conclusion peut-être? Bien, écoutez, en conclusion, je pense qu'il faut que les collectivités fassent appel à plus d'expertise, à plus de méthodologie pour les accompagner dans ce virage, dans ce changement de culture qui va être tourné, encore une fois, vers plus de performance. Et puis, le deuxième point qui est frappant, c'est que sur une partie de l'enquête, nous avons interviewé, entre autres, les élus pour leur demander si la fonction RH était une fonction stratégique ou simplement une fonction support. Bon, vous vous doutez de la réponse. Dans 34% des cas seulement, c'était une fonction stratégique. Donc, ce vers quoi il faut aller aujourd'hui, c'est redonner ces lettres de noblesse, si j'ose dire, à la fonction RH et la doter de moyens supplémentaires. Merci beaucoup Patrick Monbrun pour cette analyse. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Acteurs Publics TV.